Du coup, bonsoir. C'est la troisième séance du séminaire de dramaturgie du coup, de cette année. La prochaine séance sera le 6 mars et portera entre autres sur le spectacle de Marie-Josée Malice, Les Géants de la Montagne, où ceci n'est pas encore un théâtre, qui commence à jouer après-demain. Donc voilà, donc je vous invite évidemment à prendre d'ores et déjà vos places, puisque comme tous les séminaires, mais vous le savez, il est en deux parties. La deuxième partie est consacrée généralement à une discussion sur le spectacle. Voilà. La séance d'aujourd'hui, elle va être encore un peu particulière, même si le thème en quelque sorte, ou plutôt la problématique de départ reste la même, mais on va faire, en tout cas je vais essayer de faire une sorte de monographie autour de la figure de Heiner Müller. Donc on va faire volontairement tout un tas de détours vers la peinture et vers le cinéma pour, je vais essayer de vous donner en quelque sorte les 2-3 éléments qui font, à mon sens en tout cas, Heiner Müller quelqu'un d'important pour notre séminaire. Donc un théâtre à la hauteur des circonstances, il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi de séminaire. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là à la dernière séance? Juste pour me rendre compte, hein. Ok. Mais c'est pas très grave, hein, mais c'est simplement pour accrocher un peu les wagons. Donc il y a des éléments sur lesquels je vais aller un peu plus vite. J'essaye de rendre chaque séance suffisamment indépendante, pour qu'on puisse les suivre, mais évidemment c'est pas facile, d'autant que cette année j'ai essayé de problématiser l'intégralité en quelque sorte des séances autour de cette expression, un théâtre à la hauteur des circonstances, qui en réalité est une fausse citation de Bertolt Brecht, sur laquelle on essaye de tourner, sur laquelle on essaye de comme ça tirer des caractéristiques, des critères, des réflexions. Bon. Une chose qui pourrait nous permettre d'inscrire directement Heiner Müller dans notre séminaire, c'est une citation de lui qui reprend Brecht, hein, c'est quelque chose qui va le faire souvent, et il dit « Brecht pensait qu'on ne doit pas mesurer une pièce à l'art dramatique, mais plutôt à la réalité à laquelle elle se réfère. Le théâtre n'a aucune fonction vitale s'il est mesuré à l'aune du théâtre. » Alors ça, c'est déjà une première grande difficulté qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de s'intéresser à un théâtre à la hauteur des circonstances, on se heurte à quelque chose d'essentiel. C'est que pour qu'un théâtre à la hauteur des circonstances soit défini, il faut qu'on soit assez au clair sur les circonstances dont on parle. Donc généralement, on parle d'un théâtre qui se définit un peu comme ad hoc, un peu comme éphémère, dont l'utilité est complètement rattachée à des circonstances particulières, à une réalité particulière. C'était le cas à la dernière séance, on avait parlé de César Arconada, on avait parlé également de Piscator, mais c'est le cas aussi évidemment de Heiner Müller. C'est-à-dire qu'une des choses évidemment qui est une grande difficulté pour nous, hein, et même pour moi, c'est de se dire qu'il va falloir évidemment déjà qu'on parle de la réalité dans laquelle l'œuvre de Heiner Müller s'inscrivait, mais toujours avec cette idée dans notre tête que à quoi peut bien nous servir Heiner Müller aujourd'hui. C'est-à-dire que l'utilité d'une certaine manière de son théâtre et son théâtre ne s'est définie qu'en regard d'une certaine réalité. Mais de toute évidence, cette réalité n'est plus. Donc, encore une fois, là j'ai essayé, moi, de m'intéresser et de poser la question par rapport à l'œuvre de Heiner Müller de à quoi peut bien servir l'œuvre d'Heiner Müller pour aujourd'hui. Et donc évidemment, la question qu'on va poser à la mise en scène de Matthias Langhoff, hein, c'est est-ce qu'il a réussi à ramener l'œuvre de Heiner Müller à aujourd'hui ? D'une certaine manière. Hein. Donc là, c'est la question qui va nous prendre dans la discussion d'après. Mais si je dis ça, c'est encore une fois, c'est pour véritablement qu'on mesure la radicalité du théâtre qui nous intéresse. Encore une fois, il ne s'agira jamais de définir un théâtre en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'évidence culturelle, en tant que quelque chose qui peut justement être défini au-dessus justement de la réalité des circonstances, etc. Bon. Ceci étant dit, il va falloir qu'on essaie de comprendre dans quelle réalité s'inscrit l'œuvre de Heiner Müller. Et pour ça, j'ai choisi une lettre qui est assez complexe. Hein. Ça va être une séance un peu complexe. Hein. C'est très complexe, Heiner Müller. Moi, j'avoue, il y a plein de choses que je ne comprends absolument pas chez lui.
mais je vous invite à vous intéresser à ces entretiens, à ces conversations. Donc il y a Faute d'impression et Erreurs choisies, qui sont des recueils d'entretiens. Et il y a aussi Conversation 75-95 aux éditions de Minuit, c'est génial, c'est vraiment, vraiment génial. Toutes les citations qui sont là sont tirées en fait de ces entretiens. Alors, pour comprendre comment en fait il a défini son théâtre et dans quelle réalité il se situe, je me suis intéressé à une lettre du 4 janvier 1977 que vous avez, qui s'appelle « Adieu à la pièce didactique ». Alors, je vais d'abord la lire, après on va essayer de la comprendre. C'est vraiment pas une lettre simple. Hein. Je vais boire un peu. Il fait chaud, non? C'est horrible. Tout ça pour vouloir projeter des images. Alors, cher, je ne parle pas du tout allemand, donc bon, Steinweg. Steinweg, par contre, c'était un des intellectuels, dramaturges qui tournent beaucoup autour du Berliner Ensemble et de la Volksbühne à l'époque, et c'était notamment le spécialiste des pièces didactiques de Bertolt Brecht. Bon. Cher Steinweg, j'ai essayé, avec un déplaisir croissant, de trier de cette boue de mots, la boue où ils m'ont fait, de nos discussions sur la pièce didactique, Lehrstück, quelque chose d'utilisable pour des tiers. Cet essai a échoué, je n'ai pas la moindre idée sur la pièce didactique. N'importe quoi. Une adepte de Brecht, en 1957, critiquait la correction, c'est sa première pièce de théâtre. Les récits ne sont pas adressés. Ce qui n'est pas adressé ne peut être mis en scène. Trêve d'opinions maigres sur l'art, de représentation pré-industrielle de la société. En 1977, je connais mon destinateur moins qu'autrefois. Aujourd'hui, plus qu'en 1957, les pièces sont écrites pour les théâtres, non pour le public. Je ne vais pas me tourner les pouces jusqu'à ce qu'une situation révolutionnaire vienne à se présenter. Mais la théorie sans fondement, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas un philosophe qui, pour penser, n'a besoin d'aucune raison. Je ne suis pas non plus un archéologue et je pense qu'il nous faudra dire adieu à la pièce didactique d'ici le prochain tremblement de terre. L'Apocalypse de la décision, c'est une des pièces didactiques écrites par Brecht, est périmée. L'histoire a renvoyé le procès à la rue, même les chœurs appris ne chantent plus, l'humanisme ne se manifeste plus qu'en tant que terrorisme, le cocktail Molotov est le dernier événement éducatif bourgeois. Que reste-t-il? Des textes solitaires en attente d'histoire, et la mémoire trouée, la sagesse craquelée des masses menacées d'oubli immédiat. Sur un terrain où la leçon est si profondément enfouie et qui en outre est minée, il faut parfois mettre la tête dans le sable, boue, pierre, pour voir plus avant, les taupes ou le défaitisme constructif. Alors, la première chose à comprendre, c'est que Heiner Müller, évidemment, comme beaucoup de dramaturges, mais même d'artistes de théâtre allemands, s'inscrit sous le patronage de Bertolt Brecht. Et notamment, Heiner Müller a été fasciné par une période du travail de Brecht, sur laquelle il a quand même beaucoup travaillé, sur lequel nous aussi on a travaillé l'an dernier, qui sont du coup les pièces didactiques. Brecht lit en gros le Capital en 1924, quelque chose comme ça, s'ouvre alors dans sa carrière, on va dire, dans son travail, une partie dite expérimentale, où il travaille à l'écriture à des pièces didactiques, du coup les Lehrstück, jusqu'à son exil, qui n'ont pour destinataire, et ça c'est très important, qui n'ont pour destinataire que des artistes militants de la gauche révolutionnaire allemande de la moitié des années 20. Des années 20. Ça c'est la première chose très importante. Quand Heiner Müller dit qu'il n'a plus de destinataire, qu'il ne connaît plus son destinataire, c'est en regard justement avec le travail de Brecht qui avait des destinataires et qui connaissait son destinataire. L'utilité, encore une fois, des pièces didactiques de Brecht était complètement rattachée, et on l'a vu avec Piscator aussi à la dernière séance, à la réalité de la gauche révolutionnaire allemande des années 20, qui était le combat contre le nazisme. Donc il y avait et un contexte et des destinataires extrêmement précis. Sauf que, évidemment, Heiner Müller se retrouve dans une époque dont il à peine
à définir une orientation, il a peine à définir même des destinataires propres à son théâtre, puisque évidemment l'intégralité en gros de son œuvre s'est développée du coup en RDA, hein, donc en Allemagne de l'Est, entre la fin des années 50 et la fin des années 80. Il meurt en 95. Donc première chose qui est intéressante et qui vient d'un constat, hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus faire de pièces didactiques parce que nous ne pouvons plus nous adresser, nous ne pouvons plus connaître notre destinataire. Donc première chose par rapport au théâtre, nous ne pouvons plus exactement discuter, il y aura cette image de la pièce de théâtre comme bouteille à la mer, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on donne mais sans savoir qui va la ramasser. D'où l'image qui va nous intéresser, et ça va nous intéresser tout au long de la séance. Il a deux images pour définir l'utilité de son théâtre. Un, c'est l'utilité de la taupe, c'est-à-dire que je lance une bouteille à la mer, mais je ne sais pas qui, je ne sais pas par quel chemin souterrain je vais rejaillir dans des présents futurs, etc. Ça, c'est la première chose. Hein. La taupe, et on va le voir, hein, ça va devenir de plus en plus concret. Hein. L'idée de la taupe est évidemment de disparaître pour pouvoir mieux réapparaître, pour pouvoir trouer un présent encore inconnu, pour pouvoir être rappelé, et c'est ce qu'on va voir avec Langhoff aussi, hein, pour pouvoir être rappelé en tant que force inactuelle dans un présent encore inconnu. Donc ça, c'est la taupe. C'est l'idée que la réalité d'aujourd'hui, de toute manière, le théâtre ne fonctionne, soit il fonctionne pour lui-même, hein, et ça c'est quelque chose de désastreux, soit il fonctionne pour des destinataires inconnus. La deuxième chose qui est importante, c'est l'idée de l'utilité d'un théâtre de défaitisme constructif. Ça c'est quelque chose aussi d'assez concret. Il va falloir détruire un certain art, c'est-à-dire se battre contre une certaine utilité d'un art qu'on va définir, hein, on va prendre des exemples, etc. Mais c'est un art dont on a déjà parlé, c'est le même ennemi en quelque sorte hein, que chez Brecht, c'est un art qu'on va qualifier de réconciliateur, de falsificateur, etc. Bon. Et donc évidemment, le défaitisme constructif va être en quelque sorte un moyen d'empêcher que l'art soit récupéré par des solutions un peu à la va-vite, hein, qui du coup cantonnerait l'art à une simple consolation, à un simple réconfort. L'idée hein, des textes solitaires en attente d'histoire est évidemment très intéressante, parce qu'en fait, une des choses qui est très perturbante pour Heiner Müller, c'est qu'il aura pour mission de, en quelque sorte, se plonger dans l'inconnu, c'est-à-dire de se déprendre. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout un geste de déconstruction, de sabotage, mais de sabotage aussi de son propre geste, de sabotage également de ses propres ambitions. On va voir évidemment pourquoi, hein, mais évidemment qu'on a beaucoup plus retenu, par exemple, son défaitisme constructif, ça fait partie des étiquettes qu'on accole à Müller, hein, c'est le grand défaitiste, le grand désespéré, etc. Mais il y a aussi la partie taupe, donc on va toujours essayer d'avoir les deux en tête. Ouais ? Parce que les deux sont présentes, et on va le voir. Les deux sont présentes. OK. Alors, le matériau, on va dire, un peu central de Heiner Müller, et le constat qu'il fait, il est intéressant, le matériau, il est traumatique, il est d'ordre traumatique. Encore une fois, il faut imaginer l'écart entre le Brecht et le Piscator des années 20 et le Heiner Müller des années 60-70. C'est-à-dire que le constat hein, que fait Heiner Müller est celui d'un traumatisme. Évidemment, c'est un traumatisme commun, c'est un traumatisme évidemment historique, hein, qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, mais pas tellement le nazisme en tant qu'idéologie, le nazisme aussi comme quelque chose qui a remis l'Europe hein, aux prises avec des forces ténébreuses, monstrueuses de son passé. D'accord ? Et pour ça, on va parler un tout petit peu d'une pièce qui s'appelle La Bataille, qui est aussi le premier texte que Matthias Langhoff décide de monter. On est en 1975, ils montent ce texte et puis ils vont en France, ils sont invités par le PCF à la fête de l'UMA, puis après ils vont au TNP. Et là, ils font un entretien qui est très intéressant dans lequel Heiner Müller parle. Et il dit ça. Tout ce qu'on fait en Allemagne doit être guerrier, doit être compris comme une guerre. Et le théâtre n'est pas possible en Allemagne en dehors d'une guerre contre le public. Il n'y a pas de tradition démocratique, pas de public émancipé, ni chez nous, donc en RDA, hein, ni en République fédérale. Le public ne comprend que la guerre. Et c'est là notre mince espoir. Attaquer suffisamment le public pour qu'il se défende. C'est la seule possibilité. Sitôt qu'on donne un doigt au public, il vous arrache tout le bras. Alors,
Encore une fois, là, ça nous permet de comprendre en fait dans quelle réalité Heiner Müller entend s'inscrire. Quand il dit « le public ne comprend que la guerre », l'idée n'est vraiment pas de dire évidemment que le public ne comprend pas que la guerre. C'est plutôt l'effet de dire que le public, en tout cas le public allemand et en tout cas le public européen sans lui, ne perçoit la réalité qu'à travers le traumatisme historique de la Seconde Guerre mondiale. Et que donc du coup, d'une certaine manière, si on reprend la phrase de Piscator, hein, l'art ne doit pas reculer devant la réalité devant laquelle il ne faut pas reculer, c'est la réalité de la Seconde Guerre mondiale, la réalité du nazisme, la réalité justement des désastres de la guerre. Et donc, en fait, une des utilités du théâtre, une des utilités majeures du théâtre pour Heiner Müller, va être de lutter contre le refoulement de ce traumatisme. C'est d'abord et avant tout une manière de lutter contre le refoulement. D'accord ? Et alors, pour cela, et c'est là où je trouve ça assez intéressant, on va faire un truc, on va faire un détour. C'est-à-dire que là, au début, j'avais dans l'idée qu'on lise la bataille ensemble. Et puis, en fait, je me suis dit qu'il y avait... il faut savoir que l'écriture de Heiner Müller est une écriture énormément d'images. On va s'en rendre compte un peu plus tard. Hein. C'est-à-dire que c'est une écriture qui travaille davantage la représentation, l'image, plutôt que l'histoire, plutôt que la fable. Hein. Bon, ça, on le verra évidemment dans le détail tout à l'heure, on lira des pièces et tout. Mais là, j'avais envie de faire un vrai détour vers une œuvre qui est très intéressante en soi, mais qui est très intéressante aussi aux yeux de Müller et Langhoff. C'est des esquisses, d'accord ? Ce sont des esquisses qui sont faites par Goya et qui sont extrêmement citées par Müller et Langhoff dans la fin des années 70. Alors, on va faire l'expérience de ces esquisses. Ça va prendre un peu de temps, mais on va le prendre. Et puis après, on va essayer, moi je vais vous donner en quelque sorte les différentes manières concrètes pour l'art de résister face au refoulement du traumatisme historique. On va avoir un souci, c'est qu'en fait je me rends compte, parce que du coup ça va être là. On va juste faire un test. Est-ce que tout le monde arrive à lire là ce qui a marqué en bas ? C'est chaud, hein ? Ok, on va faire autrement alors, ok. Bon, d'abord, je vais vous expliquer un peu le contexte. Alors, pourquoi Müller s'intéresse beaucoup à cette œuvre de Goya ? Francisco de Goya, vous le savez sans doute, à la fin du XVIIIe siècle, est un peintre assez connu, assez prisé par la cour espagnole. En 1808, il y a l'invasion par l'armée napoléonienne qui rentre dans Madrid, donc du coup la monarchie est déchue. Napoléon en profite pour envahir la quasi-totalité de l'Espagne et s'ouvre alors en 1808 la guerre d'indépendance espagnole de 1808 à 1815. D'accord ? 1808, c'est aussi je sais pas si il y avait ça aussi, le 13 des Maillots, le Dos et 13 des Maillots de 1808. Bon, bref, c'est un tableau qui date et qui raconte ça. Donc la situation, elle est assez simple. Hein. C'est une armée d'occupation. Hein, ça nous fait penser évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est une armée d'occupation qui va sur un territoire se battre, imposer un certain nombre d'horreurs, un certain nombre de désastres, et face à elle va avoir justement des résistants, des rebelles, etc., qui vont être espagnols cette fois-ci. Francisco de Goya est assez vieux déjà à ce moment-là. En 1808, il a 62 ans, quelque chose comme ça, mais il décide de prendre son petit calepin et d'aller dans les campagnes espagnoles pour dessiner un certain nombre d'esquisses. Il y en a 85 au total qui vont être faites et qu'on va regarder là, qui vont être en fait imprimées quasiment 5 ans après à Bordeaux, là où il finira sa vie. Ces esquisses ont plusieurs particularités. Elles sont toutes en noir et blanc, d'accord, donc ce sont des simples esquisses au trait, ce sont des gravures en plus. Et la deuxième, c'est qu'elles ont toutes, vous allez voir, un sous-titre. Ces sous-titres, vous allez voir, c'est ça qui va nous intéresser, c'est la relation évidemment entre le sous-titre et la représentation. Je ne vais pas en dire plus, on va les regarder, on va se donner à chaque fois, on va dire à peu près entre 5 et 10 secondes par esquisse, on va toutes les voir et après je vous dirai ce qui me paraît intéressant dedans. Mais du coup, vous allez vous approcher en fait, je suis désolé. Regardez ce magnifique plateau qui vous attend.
Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais il y a des images particulièrement violentes dedans. Voilà, je suis désolé. Je regarde juste si... Ouais. Il faudra juste qu'il y ait une petite tête là qui nous empêche un peu de vous voir. Super. Bon, eh bien, c'est parti.
Voilà, c'est les dernières planches des désastres de la guerre. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. C'est étonnant, non? Et c'est marrant parce que plus je les vois, ces esquisses, et plus je me rends compte aussi à quel point le geste théâtral de Müller a à voir avec le geste de Goya. Déjà, on essaye un tout petit peu de comprendre et un peu de mieux percevoir le danger à ce qu'il y a à refouler. Quelque chose qui a à voir avec un traumatisme aussi important. Le danger, selon Heiner Müller, et on le revoit, c'est que ce passé-là, ce traumatisme revienne. C'est évidemment l'idée d'un retour. C'est-à-dire que l'art théâtral et même le geste artistique de manière générale doit lutter contre le refoulement, mais pour éviter évidemment qu'il ne revienne sous d'autres formes. Parce qu'on se doute bien, pour quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale, et qui, donc, du coup, a grandi dans les ruines de ce qu'a été l'Allemagne de l'Est à ce moment-là, évidemment que ces images de désastre, ces images d'occupation font écho. On comprend aussi peut-être un peu mieux la manière dont Heiner Müller s'identifie à ce geste de bouteille à la mer. Ces esquisses, en fait, ont été un peu miraculeusement retrouvées. Donc, il faut imaginer que c'était une époque où, en fait, elles ont été imprimées et gardées pendant on ne sait pas combien de temps avant de ressortir un peu miraculeusement. Un peu comme si on avait ressorti la bouteille, du coup, jetée à la mer. Alors, c'est un geste qui est vraiment très, 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 très particulier, qui m'intéresse parce que c'est un peu tout ce que peut le théâtre face au désastre de la guerre. Et tout ce que peut, en l'occurrence, la peinture et les images et la représentation face au désastre de la guerre. La première chose, qui est évidemment la première caractéristique qui va nous intéresser pour lutter contre le refoulement, c'est déjà faire face. Faire face, c'est ne pas reculer devant la réalité, ça c'était le geste de Piscator, mais c'est évidemment montrer les désastres de la guerre comme ils sont. Et c'est l'esquisse, et il le dit plusieurs fois Goya, quand il signifie évidemment le « j'ai vu cela » et cela aussi, c'est que Goya s'inscrit d'abord et avant tout dans un geste limite documentariste, limite naturaliste. La première manière de refouler quelque chose, c'est de l'oublier et d'accepter d'en être diverti, mais au sens premier de la diversion. Donc, un théâtre, ou en tout cas des esquisses à la hauteur des circonstances, la première chose, c'est regarder. On ne doit pas oublier, on doit montrer. Donc ça, c'est un peu le premier geste. Ça, c'est le premier geste qui est un peu, on va dire, le plus évident, mais qui est intéressant et qui revient sans cesse chez Goya. C'est vraiment « j'ai vu cela », etc. Le deuxième geste, qui là est un peu plus compliqué, nécessite à ce qu'on revienne à une esquisse que j'aime particulièrement, qui est l'esquisse 9. Désolé, c'est pas très agréable. Alors, celle-là, elle nous amène, à mon avis, vraiment directement au cœur, à mon avis, et du travail de Langhoff et du travail de Müller. Donc on voit évidemment un soldat français qui tente vraisemblablement de violer une des femmes, qui résiste, et l'autre qui, dans son dos, brandit un couteau, vraisemblablement, en tout cas, pour le tuer. Et cette phrase de Goya, simplement, qui dit « elles ne veulent pas ». Alors,
Une des manières de refouler aussi le traumatisme, une des manières en tout cas de ne pas le regarder en face, c'est de se rendre irresponsable. C'est quelque chose, évidemment, et on l'a vu avec Brecht et son prologue par rapport à Antigone, on s'en souvient. Un des soucis, évidemment, avec un traumatisme, c'est que les gens présentent notamment le nazisme, mais aussi toutes les atrocités, comme des choses qui étaient un peu au-dessus de leur force. On les a contraints, on les a obligés. D'une certaine manière, ils se mettent en position d'irresponsabilité. Du coup, du point de vue de la représentation, du point de vue de l'image, ce qu'il faut représenter, ce qui va nous intéresser, c'est la représentation de la volonté. Langhoff insistera toujours là-dessus. L'idée n'est pas un théâtre de connaissances, l'idée n'est pas un théâtre même, on va dire, de contexte. Qu'est-ce qu'on en a à faire ici, évidemment, que ça se passe en Espagne, etc. L'idée est de représenter la volonté. C'est un théâtre de volonté qu'on va chercher à représenter. Et là, ce qu'on voit, c'est précisément un moment qui va nous intéresser et qui est un moment qui fait l'objet de aussi tout le travail de Brecht, une grande partie, mais qui est là, en l'occurrence, aussi celui de Müller, qui est le moment où les gens prennent des décisions, où les gens peuvent vouloir. Ce qu'on représente, c'est la volonté de l'homme de violer, la volonté de la femme de dire non, et la volonté de l'autre femme d'assassiner, du coup, le soldat français. Et encore une fois, l'idée est toujours la même. Si on représente la volonté, c'est qu'on représente ce que les êtres humains peuvent faire à ce moment. On parlait de bouteille à la mer tout à l'heure. On parlait de bouteille à la mer, c'est-à-dire des choses, et ça c'est des choses qui reviennent beaucoup chez Müller. Il dit autant le théâtre, un théâtre de connaissance, on ne va pas le faire, mais par contre un théâtre doit présenter des informations, donner des informations. Alors du coup, les informations qui vont nous intéresser et qui là nous intéressent, ce sont des informations sur ce que l'être humain peut faire, peut vouloir faire. Et ça, c'est véritablement important. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qu'on nous montre, c'est que même s'il y a des désastres, même s'il y a des horreurs, même dans un contexte de guerre, il y aura toujours eu un moment de décision, il y a toujours eu un moment de volonté, et c'est ça qui est véritablement tragique. C'est le moment où on responsabilise les personnes à l'intérieur de la guerre. Et ça, c'est très dur, il faut imaginer. On est dans les années 70, en Allemagne, on est à peu près sûr, on n'a pas tué tous les nazis une fois que la Seconde Guerre mondiale est finie. Donc c'est aussi mettre les gens face à l'histoire de leur famille, face à l'histoire de leurs proches, face à l'histoire de leurs voisins et de leurs voisines. Dire et affirmer que non, en réalité, il y a eu des moments de choix, il y a eu des moments de décision, il y a eu des moments de résistance, de frottement, c'est obliger les personnes à se culpabiliser, mais c'est-à-dire à possiblement rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire à se faire acteur en quelque sorte et actrice d'une prise de décision. Ça, c'est important, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est important parce qu'on voit bien comment on peut tout à fait tenir un discours, mais qui a été celui de beaucoup, qui est justement de se rendre irresponsable par rapport à la chose. Donc ça, c'était la deuxième chose. La première, c'est évidemment lutter contre l'oubli. Deuxièmement, c'est lutter contre l'irresponsabilité. Donc c'est un sens du tragique qui vient de la conscience historique. C'est la représentation du moment de volonté. Il y a un autre, sur la même idée, il y a une autre esquisse que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, et qui est intéressante. On voit un homme et une femme pleurer en haut d'un amoncellement de cadavres, et cette phrase de Goya qui dit « Enterrer les morts et se taire ». Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que ça nous... Et il est très bizarre ce sous-titre. En fait, ça résonne comme un ordre, c'est-à-dire comme quelque chose que ces personnes-là doivent faire. Or, Goya ne nous présente pas des gens qui sont en train d'enterrer des morts et de se taire, nous présente des gens qui sont dans un moment de décision. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Et il y a un écart, il y a une espèce de frottement, il y a une espèce de faille entre ce que les gens possiblement peuvent faire, veulent faire, et ce que ce sous-titre, en quelque sorte, leur ordonne de faire. Et c'est, en fait, là, c'est une autre chose qui va nous intéresser, c'est que l'idée, encore une fois, c'est de placer la question de l'orientation à l'intérieur des images.
Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on voit bien comment cette image est complètement, on va dire, dépassée, elle déborde, et vers l'avenir, c'est-à-dire on se pose la question, évidemment, est-ce que ces personnes-là vont enterrer les morts et se taire, et vers le passé, pourquoi ces morts sont là, comment, etc. Mais exactement comme pour les deux femmes contre l'assaillant, c'est-à-dire qu'on voit bien comment une représentation, quand on représente en tout cas un moment de volonté, un moment de décision, on voit bien comment cette représentation se fait déborder par tous les avenirs possibles. Mais ça, c'est parce qu'il y a la question de l'orientation dedans. C'est parce qu'on voit des volontés. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si on voit la femme qui veut tuer quelqu'un et qui s'apprête à tuer quelqu'un, cette représentation-là va tout de suite être en quelque sorte débordée par la question de si ça va réussir ou non. Mais à partir du moment où on est dans cette réflexion, on sait qu'il y a la question de l'orientation, il y a l'avenir qui est déjà dans la représentation. Et ça, c'est quelque chose de très important, encore à nouveau. Alors, donc, du coup, on a parlé de l'oubli, on a parlé de l'irresponsabilité. La troisième chose qui est essentielle, je vais aller un peu plus vite parce on a plein de textes encore à lire, mais ça, c'est important. Où c'est 59. Ça, c'est très étonnant aussi. Ça, c'est très Müller aussi. Alors, on a parlé tout à l'heure du défaitisme constructif. On a une représentation qui est quasiment en fait une esquisse qui pourrait fonctionner en tant que telle si on enlève le sous-titre. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui viennent du coup au secours, qui viennent donner à boire, vraisemblablement à manger à une autre personne qui est blessée. Cette représentation, si elle n'avait pas cette image, si elle n'avait pas de sous-titres, on pourrait tout à fait se dire, voilà, une position qui, en gros, une esquisse qui nous rassurerait sur le genre humain. On se dirait, écoutez, voilà, les hommes et les femmes sont quand même de nature plutôt bonne, plutôt généreuse, avec de l'empathie, etc. Mais Goya ne nous laisse pas du tout avec cette interprétation, et même ne laisse pas du tout son art pouvoir, en fait, nous donner ça, puisqu'il met comme sous-titre « À quoi sert une pauvre tasse ?» C'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, la représentation qui est une représentation qui pourrait nous donner un peu de réconfort à l'intérieur de toutes les représentations des désastres de la guerre, il la sape. Il sabote volontairement le geste de réconfort et le geste d'espoir. Et là, ça permet vraiment de comprendre le défaitisme constructif, je trouve. C'est qu'il ne veut pas permettre à l'art d'aller dans cette veine-là, c'est-à-dire dans la veine un peu rapide. On va prendre un autre exemple tout à l'heure là-dessus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder en tête que l'espoir, dans le cadre d'un traumatisme, est une autre manière très simple de, en quelque sorte, balayer le passé, ou en tout cas de le classer, et de passer au-dessus de tous les problèmes. Donc en fait, en réaction, le défaitisme constructif est là à nouveau pour remettre de l'agentivité et de la réflexivité dans ce genre de représentation, pour nous obliger toujours en fait, et à prendre du recul et à désespérer certaines luttes, pour encore une fois toujours nous poser les questions d'orientation. Parce que si on enlève à quoi sert cette pauvre tasse, il n'y a pas de... Vous voyez bien qu'il n'y a plus la question de l'orientation, il n'y a plus la question de l'avenir. On ne remet pas en question une image comme celle-là. C'est-à-dire qu'on ne serait même pas incapable de la critiquer, ni même de critiquer les personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'évidemment, on est très content de voir des gens qui viennent au secours de d'autres personnes. C'est quelque chose qui est indiscutable. On parlait de Love en début, etc. Mais c'est un peu du même ordre. Et à partir du moment où on se pose la question de à quoi sert une pauvre tasse, là, par contre, ça devient assez problématique, puisqu'on se dit qu'en réalité, si ça se trouve, ces personnes-là ne font rien à l'échelle de la guerre. Et à l'échelle de tous les désastres de la guerre, ça ne sert strictement à rien. Et c'est ça qui est un peu désespérant volontairement. Oui. Le dernier élément, mais de toute manière, on va revenir un peu là-dessus, qui est évidemment très intéressant. On a parlé tout à l'heure, c'est l'esquisse 5. Ça va, ouais? Vous me dites s'il y a des choses qui vous paraissent absurdes. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup, qui nous rappelle beaucoup Brecht.
Pourquoi? Parce que si on reprend notre idée de la bouteille à la mer, là, et des informations, ce sont des informations sur ce que les êtres humains peuvent faire, ou veulent faire. Là-dedans, il y a quelque chose de très important, et pour Goya, et pour Brecht, et pour Müller, c'est de sortir de ce qu'ils vont appeler la mécanique de la reconnaissance pour donner à voir des informations dites étonnantes. Étonnantes, c'est-à-dire replacer l'être humain dans sa capacité d'étonner. Et là, évidemment, ce qu'on voit, ce qui étonne, c'est cette femme qui, au premier plan, étient un enfant en bas âge qui a les fesses à l'air, et cette lance qui, évidemment, transperce un des soldats. C'est une représentation qui, évidemment, est étonnante, qui peut prêter à sourire, etc., mais qui nous donne une information. C'est possible de faire ça. C'est possible d'être ça. Et ça aussi, encore une fois, l'étonnement, c'est-à-dire l'étrangeté, en quelque sorte, de cette représentation, nous donne cette information. Mais c'est, encore une fois, c'est une information dont nous pouvons avoir utilisation. C'est quelque chose de l'ordre de la résistance, c'est quelque chose de l'ordre de la volonté, c'est quelque chose de l'ordre du frottement par rapport à ce qu'on nous impose. Et l'étonnement fait toujours fonctionner en quelque sorte, nous met en tout cas nous, spectateurs et spectatrices, en position justement de réflexivité, de décalage par rapport à ce qu'on est capable de reconnaître. Il faut savoir que là, on est au tout début du XIXe siècle. Représenter une femme qui a son enfant cul nu et une lance qui transperce un soldat, c'est quelque chose de l'ordre plus que de l'étrange, c'est quelque chose même de quasi inouï. Et de mettre ça dans un contexte qui se dit en quelque sorte sont des esquisses d'observation de la guerre d'indépendance de l'Espagne, on voit bien le décalage. Et je vais dire un tout petit peu, je vais dire 2 mots du geste final, parce que vous avez bien, je pense que vous avez remarqué que Goya, au fur et à mesure, son geste gagne en mystère, gagne en énigme. Il y a des esquisses à la fin qui sont particulièrement perturbantes, puisque en fait, il y a la question très vite de la monstruosité qui intervient. Je pense que vous en êtes rendu compte, et on va simplement s'attarder sur ça. Qui, pareil, en fait, encore une fois, si ça nous donne des informations sur ce que l'être humain peut être ou peut faire, la question du monstre intervient tout de suite, comme elle interviendra évidemment chez Müller. C'est-à-dire que par rapport à ce que la représentation ici peut nous donner à voir, elle peut nous donner à voir ce geste-là, qui est un geste du coup monstrueux, où on ne sait même pas si l'animal en fait avale, vomit, accouche, ou alors on ne sait pas très bien, des corps, donc du coup vraisemblablement des cadavres qui sortent de sa bouche. Et là, en fait, tout de suite, en termes de sens et en termes de discours qu'on peut plaquer dessus, on ne reconnaît plus rien. C'est-à-dire qu'on voit bien comment là, on ne reconnaît plus du tout la guerre, on ne reconnaît plus du tout les désastres, et pourtant, on a cette obligation à essayer de rattacher cette représentation-là au contexte de la guerre civile, de la guerre d'indépendance espagnole. Et c'est ça, cette espèce de tour de force que Müller aussi va essayer de nous faire faire, de toujours en quelque sorte essayer de définir des représentations donc du coup étonnantes, monstrueuses, donner des informations qui vont sortir du cadre simplement de la reconnaissance, dans un contexte, dans une réalité qui par contre, elle, est profondément stable, reconnaissable et limite historique. Et en fait, c'est véritablement cet écart entre les deux qui va permettre d'une certaine manière, en tout cas selon eux, de lutter contre le refoulement en quelque sorte du traumatisme historique. Donc on a 4 caractéristiques qui sont intéressantes, mais qui pour moi en fait sont des manières en quelque sorte et de réfléchir à De Goya, et de réfléchir à Müller, et de réfléchir à aujourd'hui. Alors après, la question par rapport à aujourd'hui, mais ça, je devance un peu la discussion de tout à l'heure, mais c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, le traumatisme, et notamment de la guerre, est en nous ou pas? Est-ce qu'il doit être travaillé? Est-ce qu'il doit être le moteur d'une théâtralité? Bon, ça, on en discutera tout à l'heure. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Müller dit de son public qu'il ne peut percevoir la réalité qu'à l'image de ce traumatisme, et que donc, du coup, pour traiter de ce traumatisme, il utilise ces différents outils qu'il emprunte notamment, donc, du coup, à Goya. Ça va? Ouais. Deuxième partie. Alors, ah oui. J'ai combien de temps?
large, large, large. Il y a une chose dans le geste de Müller qui moi, m'intéresse aussi énormément, mais c'est... bon, alors, au début, ça va être assez abstrait. Hein, on va d'abord essayer de l'appréhender ça de manière un peu abstraite, et puis après, on va donner 4 colorations beaucoup plus concrètes. Il y a un motif poétique et politique chez Müller qu'il faut qu'on essaye de comprendre déjà de manière un peu abstraite, qui est la notion de paysage. Il y en a beaucoup qui, l'an dernier, j'avais déjà essayé de faire un travail dessus, qui, à mon avis, vous allez voir, les exemples sont un peu les mêmes, mais on va essayer de comprendre cette logique. Alors, c'est la logique du paysage. Si je dis que c'est une figure poétique et politique, c'est qu'en fait, il faut véritablement imaginer ce paysage et comme quelque chose que l'on peut contempler, donc du coup quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, quelque chose également qui a à voir avec l'immobilité ou avec l'ordre. Hein. C'est aussi un projet de société, un projet de paysage chez Heiner Müller. C'est là où l'esthétique, en quelque sorte, s'entremêle de manière mais complètement essentielle hein, chez Müller avec la question de la politique. C'est-à-dire que c'est aussi un projet de société, un projet un peu machine, qui vise évidemment à assigner des utilités sociales aux individus et qui vise également à installer un ordre, c'est-à-dire du coup une logique quasi, on va dire carcérale dans l'utilité de la vie humaine, allant d'un point A à un point B. Bon. Face évidemment à cette logique, hein, qui est aussi une logique, il y a ce qu'il va appeler lui la catastrophe, qu'on va mettre ici. C'est quelque chose qui revient très souvent, mais de manière assez floue, de manière assez allusive. Bon, vous allez voir un peu comment Heiner Müller parle. Hein. C'est jamais... évidemment qu'il y a toujours, en fait, il utilise par moments la poésie pour faire des détours. Le désir de catastrophe, selon lui, c'est à la fois le geste théâtral, c'est celui de ses personnages, et c'est d'abord et avant tout un geste de résistance. Ce qu'on va essayer de comprendre là, c'est que tout, en fait, chez Müller, à tous les niveaux, tout peut se comprendre entre d'un côté un projet machine de continuité et de l'autre un projet de rupture, un projet de catastrophe, un projet de résistance. Tout peut à peu près, en quelque sorte, hein, se comprendre ainsi. Ça, c'est quelque chose qui vient de Brecht. C'est-à-dire que du côté du paysage, il y a une notion, ce sont des gens qui se méfient énormément de cette notion, qui est une notion politique, qui est celle de la continuité, qui est celle, pour leur époque, évidemment, celui du conservatisme. Donc c'est Brecht hein, qui disait le fait de continuer, la continuité engendre la destruction. Müller va compléter ça en disant la disparition, hein, c'est la disparition de l'être humain, mais la disparition dans quoi ? Dans un paysage. C'est-à-dire que le rêve du paysage, c'est de faire disparaître l'être humain dans une espèce de devenir machine qui va lui donner une petite case, un rôle bien défini. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau. Hein. Il y a une petite anecdote que j'avais donnée l'an dernier qui fait beaucoup rire Heiner Müller et il la cite 2 fois. On va la citer quand même, c'est quelque chose qui est assez connu en fait, je me suis rendu compte que cette anecdote est assez connue. Il lit un livre on va dire, de conseils, un peu de management. On est dans la fin des années 80, hein, donc dans un moment où le management essaye de se développer et où il y a une expérience qui est très connue qui essaye de la grenouille. Donc l'expérience est simple, c'est qu'on veut cuire la grenouille. Première chose qui est importante. On veut cuire la grenouille. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est qu'on essaye de mettre une grenouille dans de l'eau bouillante. Si on fait ça, la grenouille va sauter. D'accord ? La grenouille va justement va chercher à résister, va chercher à sauter partout, etc. Deuxième possibilité, qui est celle du management, qui est de la plonger dans une eau dans laquelle elle est parfaitement bien. D'accord ? C'est la température de la mare. Donc là, elle est très bien, elle va nager, et puis évidemment, on va augmenter les degrés au fur et à mesure de manière extrêmement subtile, de telle sorte qu'elle va rester en fait dans l'eau, s'ébouillanter et finir par mourir. Donc du coup, on retrouve le projet de disparition, mais avec joie, puisque du coup, elle n'aura pas fait l'expérience de la rupture. Là, encore une fois, en fait, Müller, il cite cette
anecdote pour une chose, c'est que lui, évidemment, il veut empêcher la continuité. Le paysage a un seul projet, bon, c'est le capitalisme aussi, le paysage, on va le voir, mais c'est un projet de continuité, c'est le projet de nous mettre dans un état, en quelque sorte, de continuité vers la disparition de l'être humain, des pulsions de résistance, etc. Donc, au contraire, lui, il veut nous faire comprendre que l'eau bouillante est sous nos pieds. Que donc, du coup, en fait, ce qu'il va chercher à susciter, c'est la confrontation, c'est la rupture, et c'est d'empêcher toujours les projets de continuité. Bon, voilà, donc ça, c'est un peu, je suis désolé, c'est un peu abstrait, mais c'est des choses comme ça qui vont nous permettre de voir après les différents extraits de cette manière-là. Alors, on a des citations, là, normalement. Eh bien, c'est parti, on peut commencer. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il va falloir qu'on s'intéresse un peu à la question de la temporalité chez Müller. Et pour ça, on va prendre un exemple. Un exemple qui est un film qui s'appelle La liste de Schindler de Steven Spielberg, qui est un film qui sort en 1993, donc c'est 2 ans avant sa mort, sur lequel il s'exprime assez longuement. Donc on va lire son entretien. Je vais d'abord vous projeter la bande-annonce. Non, on va lire d'abord l'entretien. On lit d'abord l'entretien, et après on regardera la bande-annonce. D'accord ? Alors, l'entretien de Müller. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié récemment une polémique de Godard. Il devait recevoir un prix, le prix des critiques de cinéma de New York. Et il l'a refusé, donnant comme raison notamment qu'il n'avait pas réussi à empêcher la reconstruction d'Auschwitz par Steven Spielberg. C'est pourquoi il ne méritait pas ce prix. Il sourit, parce qu'il n'avait pas pu l'empêcher. Si un film comme celui de Spielberg sur Auschwitz, La liste de Schindler, est synonyme de lumière, alors les lumières ne sont qu'une consolation ou une falsification, quelque chose de ce genre. Mais ce film a suscité en Allemagne une grande euphorie. On y a conduit les enfants des écoles par classe entière. Et Heiner Müller, c'était un bon Allemand. Sur ce mode, Auschwitz devient supportable. Il y a eu aussi de bons Allemands. Quel ennui. Mais à elle seule, l'idée de reconstruire cela dans un film est obscène. La possibilité du théâtre de remémorer une telle chose ne pourrait être que le silence. Alors, c'est un passage qui est très important, on va essayer de le comprendre et de le déplier ensemble. Pour cela, il faut quand même qu'on ait un peu tous et toutes en tête à quoi ressemble la liste de Schindler. Donc, je nous ai trouvé une petite bande-annonce qui résume, ma foi, très bien. Cette chose, c'est pas Godard. Today is history. Today will be remembered. Years from now, the young will ask with wonder about this day. Today is history, and you are part of it. For 6 centuries, there has been a Jewish cracker. By this evening, those 6 centuries are a rumor. They never happened. Today is history. You want these people, my people, they want white people. Who are you, Moses? It's good business. Yeah, it's good business in your opinion. I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them. It's good for you. I'll compensate you. Yeah, that's right. It's good for the army. Look, all you have to do is tell me what it's worth to you. What's a person worth to you? No. What's one worth to you? This is really cruel, Oscar. You're giving them hope. You shouldn't do that. That's cruel. Whoever saves one life saves the world entire. They say that no one dies here.
factory is a haven. They say you are good. You have been liberated! There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. I could have gone on to a best. And I didn't. I didn't. The list is an absolute good. The list is life. Alors, je pense que vous avez compris l'histoire et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu ce film. C'est un des films qui est le plus aimé de toute l'histoire du cinéma. C'est le deuxième film le mieux noté. C'est évidemment l'histoire d'un nazi qui parvient à établir une liste des différents juifs qu'il va libérer. Donc c'est véritablement l'histoire d'un bon Allemand. Alors, il faut déjà comprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai remis cette affiche. La première chose qu'on va se poser, c'est la question de Goya par rapport à la pauvre tasse, mais nous, on va se la poser évidemment pour la liste de Schindler, c'est-à-dire à quoi sert la liste de Schindler. On l'a vu, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois et sur lequel on a beaucoup insisté. La liste de Schindler est une fable qu'on a qualifiée de réconciliatrice, c'est-à-dire que son plus gros projet, c'est de réconcilier les Allemands et les Allemandes avec leur histoire, avec leur traumatisme, et donc du coup avec notamment le nazisme. Un projet de réconciliation, on avait vu aussi l'exemple d'Intouchable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour celles et ceux qui étaient là à un moment, mais qui est une autre grande fable évidemment réconciliatrice, qui a pour but de nous réconcilier, ou de réconcilier Paris avec sa banlieue, ou la France avec son racisme. Mais en fait, la grande chose par rapport à un projet réconciliateur, c'est évidemment d'arriver à rendre supportable quelque chose. La formulation de Heiner Müller est très importante. Ça rend supportable quelque chose qui est injuste. Les inégalités sociales en France, c'est injuste. Les écarts, évidemment, entre Paris intramuros et banlieue, c'est injuste. À Auschwitz, évidemment que c'est injuste. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen de vivre avec ça, de rendre ça supportable. Et ce moyen, c'est évidemment de nous rassurer sur le genre humain, de nous rassurer sur la nature humaine et de nous prouver que ce n'est pas parce que tu as un uniforme nazi que tu es le mal. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui a marqué énormément Heiner Müller, qui a marqué aussi évidemment Godard, mais la plupart en fait des intellectuels et des artistes d'extrême gauche, c'est que c'est une manière de ranger aussi le passé. La première chose qui est choquante par rapport à ça, c'est une manière de dire qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus de problème à avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de division à avoir à l'intérieur de la nation allemande, il n'y a plus de division à avoir à l'intérieur de l'Europe, entre les anciennes nations fascistes et donc, du coup celles qui ont résisté. Mais c'est véritablement quelque chose qui est absolument à l'opposé de Heiner Müller, évidemment. Vous avez bien vu, et de Goya, on a bien vu que leur travail n'aura eu de cesse que de générer la division, de générer la confrontation et de générer la responsabilité des individus face au processus historique. Et la chose qui est choquante, c'est aussi quelque chose qui est choquant du point de vue de la temporalité. C'est là où évidemment la logique du paysage va s'inscrire, c'est qu'en fait dans une logique de paysage, quand on voit un film comme La liste de Schindler, l'ambition de La liste de Schindler, c'est de prendre un morceau de notre histoire à nous
et de le remplir, c'est-à-dire de faire un récit qui va nous donner une manière pleine, entière, homogène, cohérente de ce fait historique. La liste de Schindler, ils l'ont enlevée, je crois, il n'y a pas si longtemps, mais a longtemps fait partie des manuels scolaires. Moi, je m'en souviens que j'ai connu la Seconde Guerre mondiale et à Auschwitz à travers ce film. Il faut bien comprendre que ça, c'était le cauchemar et de Heiner Müller et de Godard. Mais pourquoi ? Déjà parce qu'encore une fois, toujours est-il, la liste de Schindler ne nous dit pas que c'est une falsification, ne nous dit pas que c'est un film, que c'est un point de vue, et ne nous dit pas que c'est une manière de raconter l'histoire. Pourquoi ? Parce que justement, la temporalité qui est pratiquée est celle évidemment de l'illusion, évidemment de l'immersion et de la reconstitution. Ça, c'est quelque chose qui les énerve au plus haut point. Et en fait, face à ça, on va essayer de définir ensemble, de toucher du doigt un autre geste qui, pour eux, a été très important, qui est le geste du matérialisme. Alors, là, c'est là où les dangers arrivent. Dans la logique du paysage ici, on a vu, il y a la machine à illusion, c'est-à-dire qu'il y a cette ambition que la liste de Schindler a de nous raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de nous donner comme ça, comme un bloc reconstitué, factuellement vérifiable. C'est inspiré de faits vrais, mais c'est la vraie manière dont Hollywood va avoir de coloniser en quelque sorte nos imaginaires, c'est-à-dire de remplacer des bouts d'histoire, de s'accaparer en quelque sorte le récit de bouts d'histoire entiers. Face à ça, il y a la réflexion autour d'un art matérialiste que vont évidemment avoir et Heiner Müller et Matthias Langhoff et également Godard dont on va parler tout de suite, qui a une manière, on va dire, de réfléchir, et là c'est ça qui est intéressant, c'est encore une fois la réflexion est toujours sur les possibilités d'un art, c'est-à-dire sur ce qu'un art peut faire et sur ce qu'un art ne peut pas faire. De toute évidence, le cinéma, comme le théâtre, ne peut pas reconstituer à Auschwitz, ne peut même pas penser pouvoir faire ça, ne peut même pas penser nous donner possiblement l'expérience d'Auschwitz ou même de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est impossible. Et en fait, le matérialisme intervient à cet endroit-là pour véritablement penser les limites de son art. Alors, les limites d'un art matérialiste, c'est une manière de toujours ramener une intention artistique, un geste artistique ou une idée artistique, soit à une pratique, soit à une matière concrète. On va prendre un exemple tout simple, qui est Godard. Là, je vais vous présenter un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Vent d'Est, qu'il a fait juste après mai 68. Il a créé un groupe avec notamment Jean-Pierre Gorin, mais aussi Cohn-Bendit et tout un tas d'autres on va dire figures de mai 68. Ils partent en Italie, ils montent un groupe qui s'appelle le groupe Dziga Vertov et ils font un film qui s'appelle Le Vent d'Est. C'est un film là qui va me servir à illustrer d'une certaine manière ce qu'on peut entendre par un art dit matérialiste. Une démarche matérialiste par rapport aux images, etc., la première chose, donc du coup, c'est de ramener l'ambition, c'est-à-dire ce qu'on veut, donc ramener une volonté artistique, soit à une pratique, soit à un matériau concret. La pratique, en l'occurrence, ça va être le fait de filmer, déjà, le fait de prendre du son, c'est-à-dire une pratique concrète, un métier. Et le matériau, ça va être par exemple la pellicule. Ça va être le fait, et ça il faudrait imaginer, la liste de Schindler nous fait nous oublier que c'est un film. C'est en noir et blanc, il y a une immersion, etc. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, d'insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, Godard, par exemple, a eu énormément d'expérience dans tout un tas de ses films sur comment donner à voir, donner à sentir la matérialité de la pellicule. Mais il faut voir l'objectif pellicule de ça, l'objectif politique de ça. L'idée, c'est de nous faire sentir que de toute manière, ce n'est qu'un film. C'est même pire que ça, ce n'est même pas qu'un film, c'est qu'un bout de matière. Là, on n'a pas l'histoire, on n'a pas la Seconde Guerre mondiale, on n'a rien. Et que donc, du coup, d'une certaine manière, toute intention, toute volonté artistique, toute intention artistique doit se penser à partir des limites matérialistes de son art. Donc, on a parlé de la matière de la pellicule, mais on parle aussi des pratiques. Évidemment que ce sont des individus qui sont derrière, donc du coup, des individus avec une pensée, avec une idéologie. Donc, il s'agit aussi de visibiliser ces gens-là. Et on voit bien que c'est l'inverse de la liste de Schindler qui se présente non seulement quasiment comme un documentaire, avec une démarche, en tout cas, qui cherche à évidemment reconstituer et se fondre dans la réalité historique. On va simplement voir un tout petit extrait du Vent d'Est.
pour essayer de comprendre véritablement ça. Et après, on va s'intéresser vraiment sur le matérialisme tel que Müller l'utilise, avec une petite pièce. C'est rigolo. Alors. Bon, alors on est en assemblée générale, la caméra est à la disposition de tout le monde. Pour la répression, la proposition, c'est de l'image du journal de New York. Ma tu ne daresti le armi ad Arlecchino? Con la Effectivement, vous dites que c'est du zèle, vous êtes d'accord avec moi que c'est une forme de réalisme soviétique que vous proposez. Alors allons jusqu'au bout pour cette séquence. Qu'on dépasse là de parler de contradiction qu'on a. Je te dis que je dépense encore plus et que je trouve la ligne juste et que vous êtes plus de poser un problème essentiel. Non, je le pose, puisque le problème, l'image de Staline, elle est dans le film maintenant. Hein? Ne disons pas n'importe quoi là. Hein? Mais je dis que pour l'image après, le problème de Staline est posé maintenant. Il est dans le film, il y a le désaccord, mais pour l'image... Qu'est-ce que vous vous sentez réprimé par cette image? Il y a déjà quelque chose d'assez étonnant, c'est de voir une image capitale, on ne met pas la main du chef, tu colles ça. Il y a une caméra ici, tout le monde. Et oui, la capitale est trop heureuse de servir de référence. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de ça. L'immense parlementaire avec un fusil dans la main. Non, des aides, mon vieux. Je suis pas d'accord avec vous. C'est que vous ne répondez pas à la proposition. Écoute, on va retourner à voir si l'image Alors les Italiens, quand ils sur ce bar, Mon ami, ma poupouille, reviens. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Des images de gens qui discutent, des sons mélangés, plusieurs plans d'une affiche avec Staline et Mao. Pourquoi ces images? Pourquoi ces sons? Pourquoi ce rapport sans cesse changeant des images et des sons? Il s'agissait de parler de quelque chose que nous avons connu en mai 68. Dans les usines, dans les universités, dans les bureaux, dans les réunions de quartier, des camarades se sont assemblés, se sont groupés. Dans la confusion des discussions, ils ont quand même avancé. Comment aujourd'hui en rendre compte? Comment trouver la vérité de cette progression confuse? Et comment la trouver de manière vraie? En fait, très vite, plusieurs camarades ont pris en main la fabrication du film, jouant ainsi par rapport au reste du groupe le rôle de minorité agissante. Lorsqu'après la grève, la social-démocratie, etc., il a fallu parler de l'Assemblée générale. Bon, ça continue comme ça continue. Alors évidemment, ce qui est frappant, c'est une confrontation, c'est-à-dire, et c'est là où évidemment ça nous intéressait, c'est-à-dire que la base en quelque sorte de l'art matérialiste, c'est penser à un écart. Un écart entre quoi? Entre la volonté, on veut parler de mai 68, et les conditions matérielles, les conditions même matérielles de notre art. Parce que là, évidemment, ce qui est frappant, c'est déjà, de nous faire apparaître la caméra, parce que du coup, il y a ces mouvements un peu étranges qu'on a vus dès le début. 2, évidemment, qu'on voit les différents corps de métier, on voit aussi les personnes qui tournent le film, en plus de ça, il y a la voix de Cohn-Bendit là qui nous énerve, et puis après, on voit aussi des personnes qui essayent de donner, en fait, à ce qu'ils sont en train de faire, une volonté, une direction. Ça, c'est très important. Et en fait, l'art matérialiste, d'une certaine manière, ça va toujours être la pensée entre, d'un côté, une intention, une volonté, un projet, et de l'autre, les conditions matérielles. Et en fait, cet écart-là, c'est dans cet écart que le théâtre va pouvoir, et en tout cas là, le cinéma, va pouvoir se définir. Est-ce que ça va? Ouais? C'est clair. Il est probant cet exemple quand même. On va lire une petite pièce, moi, que j'adore, toujours sur le matérialisme, c'est Pièce de cœur de Müller. Est-ce qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2 et on y va? On est un peu en retard. Allez, c'est parti, tu es numéro 1. Tu es numéro 2. Puis-je déposer mon cœur à vos pieds? Si vous ne salissez pas le plancher. Mon cœur est propre.
Je n'arrive pas à le sortir. Voulez-vous que je vous aide? Si ça ne vous ennuie pas. C'est un plaisir pour moi. Moi non plus, je n'arrive pas à le sortir. Je m'en vais procéder à l'extraction, sinon pourquoi aurais-je un canif? Et il n'y en a pas pour longtemps. Travailler et ne pas désespérer. Bon, eh bien le voilà, mais c'est une brique, notre cœur. C'est une brique. Oui, mais il ne bat que pour vous. Je la trouve, pour moi, elle est un peu essentielle, cette pièce. Langhoff, la mise en scène, d'ailleurs, c'est une pièce qui, au-delà de l'humour, pour moi, en tout cas, illustre le mieux ce que le matérialisme impose à l'art. C'est-à-dire que tout l'humour et tout le geste théâtral, là, vient d'un enjeu qui est un enjeu limite de matière, qui est un enjeu d'image, de représentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui, sur le plateau, va avoir l'ambition, la volonté d'être un cœur humain. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, là, on retrouve cet écart entre, d'un côté, quelque chose qui veut être quelqu'un, quelque chose qui veut être quelque chose, et de l'autre côté, les conditions matérielles. Et en fait, ce qu'on va nous donner à voir d'une certaine manière avec cette pièce, c'est on ne sait quoi qui va avoir la prétention d'être un cœur humain, et du coup, cette volonté de dire que cette chose-là est le cœur humain. Cet écart est très important, mais c'est de la même manière que si je vous dis que mon cœur, c'est ça, et d'essayer d'y croire. Ce qui va nous intéresser, et ce qui intéresse en quelque sorte l'art matérialiste, c'est le va-et-vient qu'on va créer, nous, entre ce matériau, cette matière, et la volonté que vous y a placée, l'intention artistique, le projet artistique, qui est de faire cette télécommande d'un cœur humain. Et c'est évidemment là que tout va s'installer. Dans Pièce de cœur, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une pièce qui joue des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pièce qui va mettre le théâtre au bord du représentable. Parce que là, on voit bien qu'il y a des soucis, il n'y a que des soucis. À chaque phrase, il y a un souci. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va avoir des interprètes. Au début, je voulais la faire en improvisation, cette scène, mais avec du coup, de voir comment tu te sens un peu, comment tu vas chercher, comment tu vas être, on va dire, incapable d'une certaine manière d'avoir un geste comme la liste de Chandler. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas devoir montrer aux gens que tu essayes aux prises du ridicule, aux prises de l'incrédulité, de placer ton corps humain, ton cœur en l'occurrence, dans quelque chose. De la même manière que tu vas devoir essayer de placer le geste d'excavation dans quelque chose, dans une image, dans de la matière. Il y a cette phrase de Brecht qui est très importante à mon avis pour comprendre ça, c'est... Nous cherchons constamment à figurer l'harmonieux, le beau en soi, au lieu de figurer avec réalisme la lutte pour l'harmonie et la beauté. Ça, c'est quelque chose évidemment d'essentiel. Là, on voit bien comme la logique du paysage est d'une certaine manière une logique qui va chercher à nous donner le beau en soi, l'harmonieux, l'ordre, etc. Ce qui intéresse en tout cas ces artistes, ce qui intéresse ces penseurs, ces artistes de théâtre, c'est véritablement le combat. La lutte. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été dans Goya aussi. C'est-à-dire que c'est encore une fois la représentation d'une volonté, d'une intention, mais qui lutte avec quoi? Qui lutte avec les conditions matérielles de sa satisfaction. C'est-à-dire que c'est ça qui va évidemment être une limite. C'est-à-dire que si sur un plateau, je veux t'ouvrir la cage thoracique, évidemment que mon intention va se heurter à la réalité, que je ne peux pas faire. Et c'est ça qui est intéressant, encore une fois. C'est-à-dire que c'est ce moment de frottement. Toujours pour continuer un peu, pour lutter contre le paysage, je ne vais pas faire ça. Il y a quelque chose d'important si on considère toujours le bloc paysage comme un bloc temporel homogène. Si on reprend la liste de Tündler, un des outils qui est très important pour Heiner Müller, c'est l'anachronisme. Et là, encore une fois, là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais là, encore une fois, qui vient de Brecht. On se souvient du prologue de Brecht qui se situait à Berlin 45 et après la pièce, donc du coup d'Antigone, la tragédie grecque.
L'anachronisme n'est pas là pour faire, on va dire, comme Braunschweig, c'est-à-dire moderniser ou actualiser des choses anciennes. Elle est là pour créer un effet de collision entre deux réalités, entre deux temporalités. L'exemple, moi, que je prends toujours, qui est peut-être le plus intéressant, à mon avis, c'est le Heil Coca-Cola, qui est dans... je vais l'écrire, mais bon, vous avez compris. C'est dans Hamlet Machine, donc du coup, une pièce de 77, c'est Hamlet qui dit ça. Donc évidemment, c'est le Heil du salut hitlérien, c'est Heil Hitler. Et Coca-Cola, évidemment, c'est la marque qui, à l'époque, symbolisait en quelque sorte le capitalisme américain. L'intérêt de montrer ça, ce n'est pas simplement on va dire, de créer un écart humoristique, comme ça peut être maintenant. C'est de tenir le discours ou de proposer la collision selon laquelle il y a quelque chose du nazisme qui est dans le capitalisme et il y a quelque chose dans le capitalisme qui est dans le nazisme, que les deux sont interdépendants. Et encore une fois, si on pense et on pousse l'anachronisme jusqu'au bout, l'anachronisme est aussi ce qui permet notamment à Heiner Müller de dialoguer avec les morts. Donc là aussi, il y a une citation moi, que j'aime beaucoup qui dit « Au théâtre, l'histoire ne peut se représenter que comme coïncidence du passé, du présent et de l'avenir. C'est ainsi qu'elle ne peut être embrassée du regard. Le dialogue avec les morts n'a pas le droit de se rompre tant qu'il ne restitue pas la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. » Le discours qu'il y a dans Heil Coca-Cola, ce pourquoi Heil Coca-Cola va redonner à Hitler la parole sur un plateau, c'est parce que Hitler, d'une certaine manière, revient dans le capitalisme, satisfaire, en tout cas concrétiser quelque chose qu'il n'a pas pu finir de son vivant. Il faut savoir que les morts sont rappelés sur un plateau de théâtre pour leur insatisfaction. C'est parce qu'ils sont insatisfaits. Les morts ne sont pas rassasiés parce que les morts finissent toujours leur vie sur un sentiment de reste, sur un sentiment d'insatisfaction. Et en fait, si on ne les réinvite pas, si on ne les juge pas, si on ne leur demande pas de restituer la part d'avenir qu'ils ont avec eux, ils reviennent. Exactement comme dans Heil Coca-Cola, Hitler revient dans le capitalisme américain de la fin des années 70. Comme il est revenu dans une autre pièce de Müller à travers la guerre du Vietnam, etc. C'est toujours le même problème. C'est que le problème du traumatisme, quand on le refoule, c'est qu'il revient. C'est que ces morts, tant qu'ils ne restituent pas la part d'avenir qui a été enterrée avec eux, ils vont revenir sous différentes formes. Donc l'anachronisme sert véritablement à ça. C'est-à-dire que c'est un élément de collision qui va créer un présent avec une question d'orientation, une question de passé. Et on voit bien comment ça n'a rien à voir avec la liste de Schindler. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, dans la représentation, la temporalité dans les pièces de Müller est une temporalité qui volontairement est anachronique, instable, fissurée et profondément trouée. C'est pas du tout, c'est ni homogène, c'est ni structuré, etc. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, on l'a déjà vu, c'était la question du matérialisme. Le troisième élément, en fait, les deux derniers éléments qui vont nous intéresser, on va les travailler à partir du personnage d'Ophélie. Je pense que vous connaissez, c'est un des personnages qui a le plus hanté le travail de Heiner Müller. C'est un personnage qui est donc du coup dans Hamlet Machine. Hamlet Machine, c'est une toute petite pièce de 77 que je vous invite à lire. Il y a 5 scènes, il y en a 2 pour Hamlet, 2 pour Ophélie et 1 pour Hamlet et Ophélie. Là, on va s'intéresser aux 2 scènes d'Ophélie, et on va essayer d'en tirer les 2 dernières caractéristiques, en quelque sorte, moi, qui m'intéressent pour comprendre Heiner. Il nous faut une Ophélie. Tu as déjà lu, non ? Ah non, pardon, vas-y. Vas-y. Mais parce que vous êtes frisés tous les deux, je suis désolé, j'ai eu un bug d'un coup, j'ai les lumières, j'ai vu... Vas-y, je t'en prie. Je vais lire les didascalies. Ok ? Alors, scène 2, l'Europe et la femme, Enormous Room, Ophélie, son cœur est une horloge.
Scène 5, furieuse attente dans l'armure terrible des millénaires. Abysse, Ophélie en fauteuil roulant, poissons, ruines, cadavres et morceaux de cadavres passent, pendant que 2 hommes en blouse de médecins enroulent autour d'elle et du fauteuil roulant des bandelettes de gaz de bas en haut. Les hommes sortent, Ophélie reste sur la scène, immobile dans cet emballage blanc. Alors déjà par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire par rapport à l'anachronisme et par rapport aux morts, évidemment, qui sont invités sur le plateau. La figure d'Ophélie, vous l'avez vu, est une figure qui est extrêmement hybride, et à travers elle, il y a énormément de mortes qui parlent. La première, on l'avait vu la dernière fois, c'est Rosa Luxembourg, qui est une autre figure qui vient teinter du coup la figure d'Ophélie. Je suis Ophélie, celle que la rivière n'a pas gardée. Ça fait référence au corps de Rosa Luxembourg, qui n'a été retrouvé dans l'Hpré de Berlin que plusieurs mois après son exécution, du coup le 15 janvier 1919. Donc encore une fois, on retrouve l'idée du paysage. C'est une des images qui revient le plus souvent, l'idée des corps qui ne sont pas entièrement digérés par les paysages. Donc on imagine le paysage de Berlin, de Sachpré, qui rejette en quelque sorte les morts insatisfaits. Donc je suis Ophélie que la rivière n'a pas gardée. Encore une fois, les morts, et là en l'occurrence les mortes, reviennent par insatisfaction. Hamlet Machine est écrite en 1977, un an après la mort d'une autre figure qui a été importante pour Heiner Müller, qui est celle d'Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof. Qui est une figure qui est assez connue. Elle a fait partie de la fraction Armée Rouge et notamment elle a donc, du coup, délivré en 1970 Andreas Baader et après ils ont formé le groupe Baader-Meinhof qui est donc, du coup, un groupe d'extrême gauche révolutionnaire qui a utilisé l'action directe en Allemagne dans la fin des années 60, au début des années 70. Là, ça va nous, évidemment, ça rattache en quelque sorte la figure d'Ophélie avec quelque chose qui a à voir avec des pulsions, c'est-à-dire Ulrike Meinhof, au moment du coup où elle bascule dans la clandestinité et consacre sa vie à la lutte armée, confie ses 2 enfants à un pensionnat et brûle du coup l'intérieur de son foyer. D'où la citation d'Ophélie sur le fait que tu brûles les outils de ta captivité. Donc on voit bien comment en fait Ophélie est une espèce d'entité hybride, puis après il y a le personnage d'Électre qui revient traverser en fait la figure d'Ophélie. Ça vient à quelque chose qui est très important aussi chez Müller, qui est l'idée que la logique du paysage fait qu'il y a des assignations identitaires, c'est-à-dire le récit selon lequel on n'aurait qu'une seule vie. Évidemment, face à ça, dans la logique de Heiner Müller, il y a toujours celle d'avoir plusieurs vies. D'autres vies nous sont dues. C'est le vers de Rimbaud, mais qui revient très souvent. C'est-à-dire que, en réalité, mais ça renvoie aussi, par exemple, si on revoit l'image, l'esquisse de Goya avec la mère qui a un enfant et qui tue le soldat, ce n'est pas qu'une mère à l'enfant, ce n'est pas qu'une mère qui a eu un enfant, c'est aussi une meurtrière. Et en fait, dans l'idée des plusieurs vies, des plusieurs identités, il y a quelque chose à voir avec la résistance, une résistance du coup contre l'assignation identitaire, une résistance contre le paysage qui va chercher justement à cristalliser en nous quelque chose qui a à voir avec nos convictions. On l'avait dit aussi de Brecht. Brecht a eu plein de vies différentes. Ça veut dire qu'il faut s'adapter, ça veut dire qu'il y a à voir avec la ruse, qu'il y a à voir avec les circonstances, qu'il y a à voir avec la réalité. Et le personnage d'Ophélie est un personnage qui volontairement est troué, qui n'est pas cohérent.
Mais trouer pourquoi? Pour laisser justement d'autres personnes arriver, pour laisser encore une fois tous ces écarts intacts, hein, les écarts aussi avec maintenant. On voit bien comment une figure d'Ophélie pourrait être en quelque sorte ranimée, qu'on pourrait réanimer en quelque sorte les paroles d'Ophélie aujourd'hui. La dernière chose, qui est peut-être une des choses qui selon moi est intéressante, mais même plus intéressante, c'est aussi par rapport à Ulrike Meinhof. On va lire du coup la citation de Müller qui dit « Je crois qu'une des fonctions de l'art aujourd'hui pourrait être ou devrait être de protéger les énergies criminelles ou asociales de leur utilisation par l'État. Ainsi donc, l'art se trouve entre le crime et l'État. L'État est naturellement le crime le plus grand, mais l'énergie criminelle individuelle est, je crois, importante pour toute société. Et l'art peut accueillir cette énergie, la sublimer et peut-être ajourner la saisie de cette énergie par l'État. » Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez essentiel hein, pour Müller, mais encore une fois, hein, c'est présent dans Goya. Si on retrouve hein, sur l'idée des informations, c'est-à-dire des informations sur ce que les êtres humains peuvent faire, dedans, il y a les énergies criminelles. Il y a la possibilité d'une certaine violence. Encore une fois, hein, l'idée est toujours de placer la violence de ce côté-ci. C'est-à-dire du côté de la catastrophe, du côté de la résistance, du côté de la rupture, du côté justement de on se bat contre. Hein. Le danger et ce contre quoi il faut se battre, hein, c'est que justement les énergies criminelles aillent de l'autre côté, c'est-à-dire évidemment soient accaparées par l'État et que si l'État a et possède en quelque sorte le monopole hein, des énergies criminelles, alors dans ce cas-là, ça donne nécessairement un État fasciste, un État militaire, ça donne le nazisme. Hein. Et c'est ça qui est le crime le plus dur. Et encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est évidemment de dire que l'idée n'est pas de défendre, par exemple, que la libération des femmes, l'émancipation des femmes aujourd'hui ne pourrait passer que par la violence, que par Ulrike Meinhof, que par on ne sait quel activiste. L'idée n'est, encore une fois, hein, et ça c'est très intéressant, parce que aujourd'hui on voit très peu hein, des artistes qui définissent une des utilités de l'art comme devant préserver les énergies criminelles de leur saisie par l'État. C'est quelque chose qu'on voit très très peu. Et je pense que d'une certaine manière, si Heiner Müller est si peu monté aujourd'hui, c'est ma petite théorie, on finit sur une petite théorie, parce que Heiner Müller est quasiment plus monté, hein, c'est ça la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent Heiner Müller comme prétexte hein, prétexte à jouer, prétexte à passer des concours ou on ne sait quoi, mais en réalité de vrais projets de mise en scène, etc., il y en a plus beaucoup autour de Müller. Une des raisons à cela, pour moi en tout cas, hein, j'ai l'impression, ça vient aussi de cette dernière utilité-là, hein, qui est celle de préserver les énergies criminelles de la saisie de l'État, c'est-à-dire d'une nécessaire représentation amorale hein, des énergies criminelles. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la morale n'a rien à voir avec l'art, selon eux. La morale a à voir avec nous, c'est-à-dire ce qu'on va faire de ces représentations. La morale a à voir avec, on va dire, le tribunal de la vie, hein, de nous, de la politique. Hein. Ça, évidemment, qu'entre nous, après, on peut discuter s'il faut, oui ou non, un terrorisme pour la libération des femmes. Mais ça, encore une fois, ça appartient à la vie. Du côté du théâtre, par contre, le théâtre a en quelque sorte ce rôle, cette fonction de préserver cette possibilité. De préserver cette possibilité, mais sans évidemment de jugement là-dedans. Quand Goya nous montre cette femme qui tue évidemment un soldat avec un enfant dans ses bras, l'idée c'est de nous dire c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça ne veut pas dire prenez les armes, etc. Quand Ophélie, évidemment, s'apprête à tuer tous les hommes, etc., encore une fois, c'est quelque chose de se dire c'est possible. C'est possible et c'est, encore une fois, quelque chose qui doit faire partie du débat, qui doit faire partie du champ politique. Voilà. C'est que j'ai l'impression que ça, c'est une chose qui est très peu comprise. Il y a deux choses qu'on reproche beaucoup à Heiner Müller aujourd'hui. C'est généralement son désespoir. On comprend assez mal, à mon avis, le défaitisme constructif là, dont on parlait, qui est aussi celui de Goya. Vous avez vu que les désastres de la guerre, c'est quand même quelque chose c'est dur, c'est extrêmement dur. Donc on comprend mal l'utilité aujourd'hui d'un certain défaitisme ou d'un certain geste de
désespérer la lutte. Ça, je pense que c'est une raison qui fait que Müller. Et la deuxième, c'est qu'on ne comprend pas très bien aussi pourquoi définir des modèles émancipateurs qui utilisent la violence ou qui utilisent des désirs criminels et qui ne soient pas justement directement érigés comme exemple à suivre ou comme figure moralisatrice, etc. Qui est évidemment, encore une fois, quelque chose qui n'a aucun intérêt, en tout cas pour le théâtre qui défendait. Le bon allemand, là, le bon allemand de Heinrich Müller, ça, si vous voulez, c'est un exemple qui, en effet, est édifiant, c'est-à-dire duquel on peut tirer un comportement moral, si on veut. Ouais, c'est plus clair ? Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est une des questions. Par exemple, la question aussi de la figure de Médée, on n'en a pas encore parlé, mais la figure de Médée, elle est ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait de la pulsion criminelle qui a pour objectif l'émancipation des femmes? Et en tout cas, c'est une des questions qu'on pourrait se poser par rapport à Médée. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire tuer vos enfants, brûler, etc. Encore une fois, l'idée n'est pas de défendre quelque chose, l'idée est de préserver. C'est-à-dire de préserver l'énergie criminelle, de préserver sa représentation, de préserver quelque chose qui pour nous est possible. Ouais. Et encore une fois, le but, c'est toujours contre les paysages. Ce qu'il a en tête, Müller, quand il dit ça, et Goya se bat contre ça, il se bat contre évidemment l'armée française, c'est-à-dire la grande machine de l'armée napoléonienne, et Müller se bat contre le régime nazi, qui a placé l'énergie criminelle comme un rouage de son fonctionnement. Oui. C'est plus du tout monté Müller, mais est-ce qu'il n'y a pas des formes qui vont un peu dans le sens quand même de ces idées à Müller? Je pense pas à Castellucci par exemple. Est-ce que ça va pas un peu dans ce sens-là? Je ne sais pas trop. Après, c'est vrai que ça a été une figure, c'est une figure qu'on a beaucoup associée à ce qui a été théorisé comme le théâtre postmoderne et tout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a... Mais je doute que Castellucci ait beaucoup à voir avec Müller. Je pense au-delà de l'héritage, en fait. C'est-à-dire que je pense que Müller a une vraie influence sur le théâtre européen. Mais j'ai l'impression que... Castellucci réintègre de l'espoir, par exemple, selon moi, avec la religion. C'est-à-dire qu'il reste quelqu'un dans le sacré. En fait, lui, il garde... En fait, la grande différence entre un Castellucci et un Müller, c'est la politique, en fait. C'est que c'est un marxiste, Müller, que donc, du coup, il passe par le matérialisme, là où Castellucci va essayer, en quelque sorte, de doter la matière d'un sacré, etc. Ça, pour moi, c'est la différence un peu centrale. Mais après, c'est plutôt que Castellucci s'inscrit, en effet, dans une forme de ce qui a été appelé le théâtre postmoderne, en quelque sorte, oui. Mais en fait, encore une fois, il faut comprendre que Müller, il n'est pas... moi, par exemple, je sais que Müller a... J'en ai pas beaucoup parlé, là, j'ai pas eu le temps, mais il est contre l'ironie, par exemple. Le geste ironique est profondément absent chez Müller, alors que c'est une partie très importante et de certaines mises en scène de textes de Müller et de certains spectacles postmodernes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas du tout à la légère certaines représentations. On a parlé un tout petit peu du cheval de la vie, mais par exemple, ça, je pense d'une certaine manière que c'est une réflexion par rapport à l'image que lui ne comprendrait pas et ne pourrait que condamner d'une certaine manière. Parce qu'il y a des représentations qui ont une démarche un peu ironique. Oui, mais... Moi, j'avais cru comprendre que tu disais que si on montait Brecht maintenant, ça n'aurait plus de sens. Enfin, je crois que j'ai compris un truc comme ça. Brecht ou Müller? Non, Brecht. Je ne sais pas, ça, j'en sais rien. Parce qu'en fait, moi, il y a un des trucs où, pour le coup, Brecht, il a beaucoup plus écrit déjà, et puis il a eu beaucoup plus de vies différentes, donc il a d'autres manières d'exister, Brecht. Plein de manières d'exister aujourd'hui. Si on faisait une mise en scène de Brecht comme il écrivait pour sa réalité, Ah oui. si on mettait en scène maintenant sans transposer, ou je sais pas trop, ça n'aurait pas de sens. Enfin, ça m'a questionné ça. Est-ce que c'est ce que tu disais? Mais je disais ça par rapport à quoi? À quel Brecht? Aux pièces didactiques? Non, alors les pièces didactiques, moi par exemple, j'aurais par exemple sur l'adieu aux pièces didactiques, là, ce sur quoi on a ouvert la séance, c'est-à-dire Müller qui dit aujourd'hui on est en 78, les pièces didactiques basta parce qu'on ne connaît pas le destinataire. Moi j'ai l'impression que ça a changé ce constat, mais là on devance un peu la discussion, on va en discuter. Mais moi par exemple, je serais plutôt pour un partisan de revenir aux pièces didactiques. Mais
ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on devrait être plus proche des années 20 allemandes que des années 70. Mais moi, je parlais aussi Mais- du prologue d'Antigone, que ça n'aurait pas de sens de montrer Oui. le prologue. Ah, mais ça, oui, bah ça complètement. Parce qu'encore une fois, le prologue, du coup, Antigone, c'est ce qui monte en 48, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le prologue, c'est Berlin 45, où il refait en quelque sorte l'intégralité d'Antigone, mais dans un contexte qui est celui de la fin, du coup, de la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'interrompt pile au moment de la décision, du coup, de la décision d'Antigone. Est-ce qu'elle va, oui ou non, prendre, en quelque sorte, résister, hein. Mais du coup, là, oui, complètement, parce que là, encore une fois, c'était même volontairement ad hoc, c'est-à-dire que ça avait une utilité, mais très circonstancielle, quoi. C'est-à-dire que c'est... Ouais. Mais encore une fois, par exemple, dans Berlin 45, là, le prologue d'Antigone, c'est comment représenter un moment de choix, comment représenter un moment de volonté, de prise de volonté. Donc on retrouve des choses de Müller. On fait une petite pause ?